direct. On reprend avec ces images qui nous parviennent des bureaux effectivement de l'ambassade des États-Unis qui ont été touchés à Tel Aviv, des débris de verre comme vous le voyez sur le sol. Alors Tel Aviv frappé cette nuit en effet, le feu également à Haïfa après qu'un missile s'est abattu sur la ville dans le nord d'Israël. Une centrale électrique aurait été touchée. Les secours israéliens font état à ce stade de 8 morts, mais le bilan est bien sûr provisoire, des dizaines de blessés après ces frappes iraniennes. Nos équipes sont mobilisées pour vous informer. Nous sommes en Israël, nous sommes en Iran, nous sommes à Washington, nous sommes également à Moscou. Et puis, alors, pour vous en parler également, mes invités que je resalue sur ce plateau, toujours avec Maya Kadra, avec le général Chauvency, Bruno Combi et Xavier de Giacomoni. Je voudrais aussi qu'on voit les images du côté iranien. Il s'est passé des choses en Iran également. Un lanceur de missile a été touché à Téhéran. Un aéroport, celui de Machhad, a été impacté. Le dépôt pétrolier de Charan également. Bonjour Siavash Ghazi, rebonjour à vous. Merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, l'Iran assure que Israël ne sera plus habitable. Est-ce que vous envisagez une montée en puissance iranienne encore dans les prochaines heures, dans les prochains jours ? Oui, c'est le ton qui est donné ici par les différents responsables iraniens sur le conflit actuel. Cette déclaration a été faite dans un communiqué des gardiens de la Révolution, mais aussi par un responsable des forces armées iraniennes hier, en conseillant aux habitants d'Israël de quitter Israël, en disant que même les abris ne pourront pas les protéger. Visiblement, il y a une volonté d'accentuer la pression sur Israël avec des missiles de plus en plus puissants et plus rapides surtout, qui pourraient être utilisés pour frapper Israël. Les Iraniens insistent beaucoup sur le fait que les responsables iraniens insistent sur le fait qu'il y a eu beaucoup de victimes civiles parmi les morts en Iran. Sur les 224 personnes qui ont été tuées, selon les chiffres donnés par les autorités iraniennes, il y aurait 70 femmes et enfants qui ont été tués lors des frappes israéliennes. Ce qu'on peut s'attendre, à ce qu'il y ait des frappes encore plus dures, plus dévastatrices contre Israël, pour un peu équilibrer les choses, puisque les Israéliens continuent à frapper différentes cibles. Par exemple, j'ai un témoignage de plusieurs personnes qui ont décidé de quitter, ce sont des réfugiés afghans en fait, qui ont décidé de quitter la ville de Paktasht. C'est une ville qui se trouve dans le sud-est de Téhéran, dans la région de Varamine. Il y a eu hier soir et avant-hier soir de nombreuses frappes dans cette région et l'entrée en action des systèmes de défense antiaérien, parce que c'est une zone où il y a de nombreux sites contrôlés par les gardiens de la Révolution, notamment pour le lancement de missiles. C'est une base très très sensible, et donc ils ont décidé de venir à Téhéran et se réfugier à Téhéran, parce que il était devenu intenable de rester sur place. Même chose pour de nombreux habitants de Téhéran qui ont décidé de quitter la capitale. J'ai eu des témoignages, par exemple, pour se rendre sur la mer Caspienne, qui normalement, s'il n'y a pas d'embouteillage, on met par exemple 2 ou 3 heures pour s'y rendre. Il y a des habitants m'ont raconté qu'ils avaient mis 18 heures à cause des embouteillages, avant d'arriver sur place. Sur une autre route vers l'ouest, un autre témoignage qui affirmait que il a dû mettre plus de 10 heures pour une route qu'on fait en général en moins de 2h30. Donc beaucoup de Téhéranais quittent la capitale par crainte de nouvelles frappes contre la capitale, parce qu'il y a des frappes bien sûr contre des sites gouvernementaux et du pouvoir, mais il y a aussi des frappes contre des quartiers résidentiels, et donc avec beaucoup de victimes civiles, et donc avec la déclaration du ministre israélien de la Défense qui a dit que les Téhéranais paieront le prix pour les attaques qui ont été menées hier soir. Il y a une crainte encore plus importante qu'il y ait des frappes sur tous les quartiers de la capitale iranienne. Merci infiniment Siavash Ghazi depuis Téhéran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors,
Un responsable américain a déclaré qu'Israël n'excluait aucune cible potentielle pour détruire le programme nucléaire, mais y compris Khamenei, y compris le guide suprême. Et c'était en réponse à une question du Wall Street Journal dans une interview. Est-ce que les Israéliens cherchent seulement à détruire la menace nucléaire iranienne ou est-ce qu'ils cherchent également à décapiter le régime des Mollahs, à orchestrer sa chute ? La logique aurait voulu que ça soit fait dès le départ. Donc, si ça n'a pas eu lieu, c'est qu'il y a des raisons. Soit, effectivement, que les Américains ont dit non, s'ils ont été avertis, parce qu'on peut quand même se poser la question des relations entre Américains et Israéliens sur ce sujet, ou d'autre part, c'est qu'on n'a pas réussi à le localiser, ou enfin, que les Israéliens disent non, c'est pas utile. Et pourquoi ? D'abord, si je prends ce dernier point, il faut bien négocier avec quelqu'un. Et pour l'instant, le guide suprême est quand même la personne avec qui on peut négocier. On parlait à l'instant de fatwa, effectivement, sur l'arme nucléaire qu'il a édicté en 2005. Oui, donc non-usage, non-stockage, non-production d'armes nucléaires, c'est une fatwa quand même édictée par lui, par Khamenei. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui reste un interlocuteur crédible, malgré tous les propos qu'on a sur les écrans télévision dans ses déclarations, pour une raison très simple. C'est qu'il est quand même là pour dire nous sommes attaqués, nous n'allons pas nous laisser faire. Il y a le discours politique. Maintenant, il y a la réalité des négociations futures qui arriveront un jour ou l'autre, comme à chaque fois. Il faudra bien parler avec quelqu'un de fiable et, je dirais, relativement posé, même si ça fait presque 40 ans qu'il est au pouvoir, me semble-t-il, ce qui fait un peu long pour un dirigeant. Mais juste pour donner quelques précisions sur cette fatwa, en effet, les Iraniens, ils ressortent toujours cette carte de la fatwa, surtout les négociateurs là, qui étaient à Oman avec les Américains et qui disaient, voilà, il y a une fatwa qui garantit la non-prolifération de l'uranium jusqu'à 90%, mais je note juste que sur les sites des fatwas de Khamenei, cette fatwa n'existe pas. Il n'y a aucune trace de cette fatwa. Et donc, c'est un mensonge qui, à chaque fois, est sorti. Et au-delà du mensonge, en fait, peut-être que la fatwa a existé, mais ce n'est pas un argument. On ne peut pas convaincre les Américains ou les Européens de la bonne volonté de l'Iran, de leurs intentions de ne pas vouloir enrichir de l'uranium jusqu'à 90% et jusqu'à l'obtention d'une bombe nucléaire avec une simple fatwa. Il faut qu'il y ait des engagements concrets. Or, ces engagements concrets, depuis 2018, le retrait des Américains n'ont pas été tenus. Général. Juste un petit mot, c'est qu'effectivement, peut-être que la fatwa n'est pas enregistrée, mais le 13 mai dernier, le Parlement iranien, un député iranien a dit qu'il fallait la remettre en cause. Donc si on remet pas en cause, si on remet en cause quelque chose qui n'existe pas, ça va poser un problème. En quelques mots, puisque je dois prendre la direction des États-Unis juste après. En quelques mots, la fatwa existe depuis les années 90, c'est donc pas une affaire nouvelle, et elle a été rendue publique, si j'ai bien compris, par Ali Khamenei lui-même, ça reste à vérifier ce point-là, au début des années 2000, dans le cadre d'une réunion de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et cette fatwa précise que l'Iran s'interdit toute production, stockage et utilisation de l'arme nucléaire. Juste pour bien comprendre ce dont il est question, on va voir avec vous, Brandon Warrett, quelle est la structure du régime iranien. Bonjour Amélie. Eh bien déjà, regardons géographiquement, on parle de 88 millions d'habitants pour l'Iran. C'est le 18e plus grand pays au monde en termes de superficie, l'équivalent de 3 fois la France. Et à la tête de ce pays, il y a un homme, vous l'avez dit, Ali Khamenei. Il a 86 ans, c'est le guide suprême de l'Iran depuis 1989, la plus haute et plus puissante autorité du pays. Avant cela, il a été président de la République islamique d'Iran entre 1981 et 1989. En dessous de lui, il y a un autre homme, c'est le président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian. Il a 70 ans et il est président depuis le 28 juillet 2024. Lui, son rôle, c'est d'appliquer les décisions prises par le guide suprême. Il est également responsable devant le Parlement et devant le guide suprême. Il participe à l'instauration des décrets. Il fait aussi des visites d'État avec notamment des chef de gouvernement étranger. Et comme l'équivalent du Premier ministre en France, eh bien, son rôle aussi est de s'occuper des affaires courantes du pays. Si on s'intéresse maintenant plutôt à l'effectif militaire aujourd'hui de l'Iran, il est divisé en 2 groupes assez distincts. D'un côté, c'est l'armée régulière de l'État pour la défense antiaérienne, la défense notamment des frontières et la protection maritime. Et il y a également un autre groupe juste à côté avec les gardiens de la
la révolution, l'armée parallèle et une armée idéologique qui fait partie du système de défense du gouvernement et au-delà de ça, du système de gouvernement instauré par les mollahs. En termes de chiffres, selon les spécialistes, en 2022, on a 650 militaires donc sur le sol iranien. En regardant de plus près, c'est 420 000 militaires de l'armée régulière et 180 000 paramilitaires. Alors, merci beaucoup Brandon Warrett, c'était précieux. D'après Reuters, information importante, Donald Trump aurait mis son veto. Aurait mis son veto quant au fait de faire tomber Khamenei directement. Oui. On retrouve d'ailleurs Hélène Bonnet depuis Washington avec Éric Josset. C'est la ligne rouge de Trump, Hélène ? Eh bien, d'après Reuters, Donald Trump aurait mis son veto à un projet israélien d'assassiner le guide suprême iranien. L'agence de presse cite 2 responsables américains qui s'expriment sous couvert d'anonymat. Ils disent ceci: les Iraniens ont-ils déjà tué un Américain ? Non, tant qu'ils ne l'auront pas fait, nous ne parlerons même pas de nous en prendre à des dirigeants politiques. Du côté israélien, on affirme que ces fuites sont de fausses informations. Alors, que cela soit vrai ou faux, ce qui est important, c'est que l'administration Trump rend cette information publique. C'est une manière pour le président américain de se montrer prudent, d'éviter d'être associé à toute tentative d'assassinat du guide suprême iranien et d'éviter ainsi que les États-Unis se retrouvent entraînés malgré eux dans le conflit qui oppose Israël et l'Iran. Merci Hélène Bonnet avec Éric Josset. Alors pourquoi ne pas vouloir, selon vous, on analyse d'Hélène Bonnet depuis les États-Unis, mais qu'est-ce qui fait que c'est le marqueur qu'on ne passe pas ? J'entendais le général qui disait on a besoin de lui pour les négociations. C'est ça aussi selon vous ? Pas vraiment. On n'a pas besoin du guide suprême pour les négociations. Le guide suprême, c'est celui qui entrave les négociations, surtout les négociations sur le programme nucléaire iranien, qui devrait avoir une vocation civile. Et c'est ce régime qui lui a donné une vocation plutôt offensive. Mais aujourd'hui, les États-Unis, ils sont sur la réserve. Ils n'ont pas exprimé de soutien au bombardement israélien en Iran sans s'opposer à ces bombardements pour autant, et donc ils ont fixé une limite en fait de leur appui à cette guerre. C'est une limite qui est très timide et donc ils ne vont pas franchir cette limite en encourageant les Israéliens à assassiner le guide suprême qui est déjà avec ses proches en fait dans une position aujourd'hui secrète. On dit qu'il est dans un endroit très protégé. Combien, oui, je vous voyais réagir. Oui, le guide suprême, c'est un guide avant tout spirituel. Et je pense que Trump a pour souci d'éviter de faire une sorte de guerre de religion, puisque là, c'est un problème de lutte contre les armes nucléaires. Et donc, ce n'est pas une guerre de religion. Israël n'est pas parti taper là pour des questions religieuses. C'est pour réduire à néant le potentiel militaire nucléaire iranien. Et donc Trump, je pense, veut simplement ne pas mettre une dimension religieuse qui n'est pas nécessaire dans cette affaire. Oui, général. Cependant, il me semble bien que le guide Khamenei fait ce qu'il veut en Iran. Alors s'il n'a aucun pouvoir uniquement spirituel, c'est qu'il n'est pas à sa place. Ouais. Alors on voit bien qu'aujourd'hui, il interdit ou il autorise. Donc c'est bien une autorité quand même politique dont les gardes de la Révolution sont derrière lui. C'est quand même une garde prétorienne du régime de 180 000 hommes. C'est une réalité, c'est eux qui font la guerre. Et je pense que le guide a aussi un pouvoir politique. Il faut qu'on prenne quelques minutes pour revenir sur l'une des grandes inquiétudes, bien évidemment, c'est la question du nucléaire. Regardez ces photos satellites qui montrent maintenant l'ampleur des destructions, notamment sur le site nucléaire de Ispahan. On va les voir là tout de suite maintenant, j'en doute pas un instant. Voilà, elles sont là. Merci beaucoup Audrey Chabaille en régie. Mais c'est pas tout, Xavier de Giacomoni. Quelles ont été les cibles de Tsahal ces dernières heures? Eh bien, depuis vendredi, les cibles sont multiples. Amélie, il y a d'abord, il faut annihiler totalement la défense antiaérienne iranienne. Ça a été fait dans tout l'ouest du pays depuis les premières heures, mais ça continue. Et puis, il faut aussi éviter que des missiles balistiques iraniens puissent aller taper Israël. Et ça, c'est le but des avions, des F-15 notamment, qui vont frapper chaque site de départ, des pas de tir des missiles, les camions aussi, pour éviter le moindre dégât en Israël. On a vu qu'il y avait déjà plusieurs quartiers, notamment de Tel Aviv et de Haïfa, qui avaient été largement touchés. Et puis, on a assisté à un raid assez exceptionnel, un raid tout à fait dans l'est de l'Iran, la ville de Machhad. D'ailleurs,
c'est la ville où est né le guide suprême Ali Khamenei, et c'est peut-être aussi un symbole. L'aéroport a été frappé. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'entre Israël et Machhad, il y a 5000 kilomètres quasiment aller-retour, et que pour les chasseurs israéliens, c'est vraiment une distance énorme. Il leur a fallu 2 à 3 ravitaillements. Et là, on peut imaginer que les avions américains ont pu donner un coup de main, parce qu'on sait que les Israéliens n'ont pas forcément les capacités pour ravitailler 200 avions aux premières heures de la guerre qui étaient dans le ciel entre Israël et l'Iran. Et puis, vous le disiez, les sites nucléaire, évidemment, l'un des plus importants d'entre eux, si ce n'est le plus important, Natanz, site d'enrichissement, 65% de l'uranium enrichi à 60% en Iran provient de Natanz. On a vu sur ces images satellites des dégâts visibles, mais uniquement en surface. Le site serait protégé par 8 mètres de béton. On a vu l'usine électrique qui avait été frappée. Donc sans électricité, évidemment, les centrifugeuses devraient être à l'arrêt. On a un survol du site, là, des images fournies par les Israéliens. On va pénétrer dans les bunkers enterrés donc sous au moins 8 mètres de béton plus 20 mètres de terre. À l'intérieur, on trouve les centrifugeuses. Aucune information, Amélie, pour le moment, pour savoir si ces centrifugeuses ont été mises définitivement hors d'état de produire de l'uranium enrichi. La grande inconnue, c'est le site de Fordo. Ce site permet d'enrichir à 90% et donc de s'approcher de la bombe nucléaire. Le site est enterré sous les montagnes à côté de Qom. Il y aurait 80 mètres, il serait à 80 mètres de profondeur avec là aussi une dizaine de mètres de béton. Voilà une image de ce site. On voit l'environnement montagneux. Pour frapper ce site, Israël devrait le faire avec ce qu'on appelle des bombardiers B-2, des bombardiers américains qui transportent une bombe qui permet d'entrer dans les bunkers, la GBU-57 qui pèse 13 tonnes, on en parlait tout à l'heure. Voici l'avion, le B-2. Or, les États-Unis ont prépositionné cet avion sur l'île de Diego Garcia dans l'océan Indien. Il y a quelques semaines, Donald Trump a demandé à ce que 6 appareils soient stationnés là. Pourquoi faire ? On ne le sait pas encore. Mais les Israéliens ne disposent pas de cet avion. La seule possibilité pour frapper Fordo de manière efficace, c'est d'utiliser les bombardiers américains. L'ordre n'a pas été donné par le président américain. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Et avant de vous entendre sur le sujet Bruno Combi, il reste peu de temps, mais je voudrais qu'on entende le patron de l'AIEA qui fait part de son inquiétude pour ces sites. Regardez. L'évolution de la situation en Iran est très inquiétante. J'ai déclaré à plusieurs reprises que les installations nucléaires ne doivent jamais être attaquées, quel que soit le contexte ou les circonstances, car cela pourrait blesser des personnes et l'environnement. Ce genre d'attaque a de graves conséquences pour la sécurité nucléaire et ses garanties ainsi que pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Alors Bruno Combi, vous êtes ingénieur en génie nucléaire, on a bien sûr envie de vous entendre. J'imagine que vous partagez cette inquiétude, mais est-ce qu'on est déjà dans du concret ? Est-ce que potentiellement on a dépassé le stade du risque et on est déjà dans le danger ? Alors concrètement, bien sûr que Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale, a raison de dire qu'il faut éviter d'attaquer les installations nucléaires. En même temps, nous sommes en plein paradoxe et contradiction. C'est le but même de cette guerre. Donc il s'exprime, il est dans son rôle, mais je doute fort que les Israéliens écoutent son bon conseil. Est-ce que selon vous, il y aurait déjà des fuites potentiellement, là, actuellement ? On dit qu'il y aurait des traces de radioactivité, notamment à Natanz, ce qui signifie qu'il y aurait de l'uranium quelque part stocké, qui aurait été touché. Il reste à faire l'inventaire précis des dégâts. L'uranium, rappelons-le, est un élément radioactif, mais très peu radioactif. L'uranium-235 a une période de 750 millions d'années, l'uranium-238 de 3,5 milliards d'années. Donc l'uranium est radioactif, mais il se décompose très très lentement, donc il y a très très peu de radioactivité émise, à tel point que dans les usines en France où on fabrique le combustible nucléaire, par exemple, on se protège en mettant des gants contre la toxicité chimique de l'uranium, mais il n'y a pas de grande protection contre la radioactivité elle-même. Donc l'uranium n'est pas très toxique par sa radioactivité, il est surtout toxique comme le mercure et le plomb. Merci beaucoup. Dans un instant, on va revenir sur cette image. C'est l'ambassadeur